Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le samedi 20 juin, il est 14h01, on est un tout petit peu en retard. Une minute, ça va, je sais pas si on peut appeler ça du retard. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas devant vos écrans et que vous profitez du beau temps. Sinon, si vous êtes avec nous, je suis ravi que vous ayez préféré nous au beau temps. Je dis nous parce qu'aujourd'hui on a un invité, c'est Raphaël Troncy. Alors Raphaël Troncy, je le laisserai se présenter lui-même parce que c'est un petit peu particulier, compliqué. Il est maître de conférence à Sophia Antipolis dans une entreprise qui s'appelle Eurecom. Et ça va être pour aujourd'hui notre expert pour l'intelligence artificielle. Sinon, pour vous donner des nouvelles, vous en trouverez bien sûr sur Facebook des nouvelles de l'Astrolabe. Les travaux avancent, on est en train de tout casser, ça va être chouette. Pour l'instant, c'est un peu moche, c'est des travaux. Mais ça va évoluer et je pense que ça va évoluer dans le bon sens. En tout cas, mes collègues et moi-même prenons beaucoup de temps à biper des documents. On va biper en tout et pour tout avant la réouverture 140 000 documents. Même si on va être un petit peu aidé, ça fait quand même beaucoup. Ça prend du temps, c'est un peu répétitif, mais bon, on fait pas ça tous les jours. Depuis plus de 10 ans que la médiathèque est ouverte, c'était bien quand même qu'on se mette à passer à la RFID. Je le dis tout de suite, c'est la dernière vidéo de confinement qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va arrêter les lives toutes les semaines, parce qu'on a repris le travail à peu près normalement. Donc on va reprendre après sur un rythme un peu différent. Mais vous aurez des nouvelles très bientôt, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. On vous enverra, on vous laissera pas tomber, de toute façon on compte continuer. Mais déjà il va falloir que je déménage tout ce studio-là ailleurs, on ne sait pas encore exactement comment ni où. Donc voilà, il y a plein de choses à décider. Sans transition, nous allons retrouver Raphaël qui nous attend bien patiemment. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, bonjour Matt, merci à l'Astrolabe pour l'invitation pour ce Cyberlab aujourd'hui. Merci surtout à toi d'être venu avec nous pour aujourd'hui parler d'intelligence artificielle. Avant, je veux bien que tu te présentes parce que j'ai été... Enfin, je sais même pas si j'ai pas dit de bêtises en te présentant. Non. Il faut dire Raphaël est un ami et parmi notre groupe d'amis, c'est un peu, pour les fans de Friends, c'est un peu le Chandler, c'est-à-dire que personne sait exactement ce qu'il fait comme métier. Voilà. Alors, je suis effectivement enseignant-chercheur à Eurecom, qui est une grande école d'ingénieurs en France, mais qui a un statut un petit peu particulier parce qu'on n'enseigne qu'en anglais. On est situé à Sophia Antipolis, dans le sud-est de la France, donc entre Nice et Cannes, pour faire simple. Et donc mon domaine de recherche quand j'enseigne pas, c'est les technologies du web, c'est le traitement de la langue naturelle par les machines, c'est tout ce qu'on appelle la représentation de connaissances et faire en sorte que les machines soient un peu plus intelligentes pour donner des meilleurs services. D'accord. On a un petit décalage entre tes lèvres et ta voix, on en reparlera tout à l'heure, je pense que ça vient de ton Bluetooth, mais du coup je suis suspicieux maintenant si c'est vraiment toi ou si c'est une machine qui est derrière l'écran. Voilà, alors n'hésitez pas les gens, si vous avez des questions dans la chatroom, à les poser, c'est le moment. Raphaël pourra probablement y répondre et saura exactement de quoi vous parlez, probablement. Moi, peut-être pas. Je vais garder donc un œil sur la chatroom. Et puis, voilà. On va commencer par une première partie un peu actualité, un peu question tout venant. Et ça, c'est une question que je t'ai déjà posée tout à l'heure, Raph, mais je me suis dit que ce serait intéressant de la reposer pour les gens. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme navigateur aujourd'hui pour être à peu près tranquille sur Internet ? Un navigateur qui soit sûr pour... voilà, comme je te disais, moi, typiquement, j'ai quasiment tous mes mots de passe qui sont enregistrés dans mon navigateur. Ça veut dire la banque, ça veut dire mes codes Netflix, etc. Voilà, quand je rentre, j'ai pas besoin de m'en souvenir, comme ça je peux les oublier. Et puis, ils sont tous dedans. C'est bien, c'est pas bien, c'est grave, docteur. Alors,
Non, c'est ça, c'est pas vraiment grave. C'est ce que font la plupart des gens et c'est d'ailleurs très pratique. Alors les navigateurs, j'ai envie de dire, ils se valent pas tout à fait tous, même si tous avancent et essaient d'être le plus à jour en termes de sécurité et d'implémentation des nouvelles fonctionnalités que le web permet. Aujourd'hui, le trio de tête, c'est un petit peu les navigateurs que vous avez déjà entendu parler, Chrome, Firefox, Edge et Safari, pour mentionner en tout cas les moteurs de recherche, les navigateurs dans l'hémisphère, enfin dans la partie ouest du monde, parce que en Orient ils en ont d'autres. Mais disons que ces navigateurs-là sont relativement sûrs. Il y a des petites différences. Chrome a tendance à être plus gourmand en ressources, alors que Firefox a tendance à être plus green. Chrome a des inconvénients, c'est qu'il permet facilement de développer des extensions, mais beaucoup de ces extensions sont en fait des logiciels espions qui vont capturer plus ou moins à votre insu ce que vous faites. Donc il faut un petit peu faire attention à ce qu'on autorise. Concernant les mots de passe, la bonne pratique aujourd'hui, c'est d'avoir un trousseau de clés pour lequel donc en fait on crée un seul mot de passe qu'on mémorise le plus compliqué possible. Aujourd'hui, on a des aides pour indiquer ce que c'est qu'un mot de passe compliqué. Et ensuite, de laisser en fait les navigateurs générer des mots de passe qui sont des chaînes complètement incompréhensibles, mais qui ont la bonne propriété d'être très difficiles à trouver. Et en fait, on n'a pas besoin de les retenir parce qu'on retient simplement ce mot de passe de son trousseau. Donc ça, c'est la bonne pratique. Ouais, quand tu dis trousseau, c'est ce qu'ils appellent quand tu dis trousseau de clés, c'est ce qu'ils appellent trousseau à peu près tous. Voilà, utiliser le trousseau, ouais, voilà, ok. Donc je vais utiliser le trousseau parce que j'utilise pas le trousseau. C'est une bonne pratique. Puisqu'on parle de Covid en ce moment, pas mal. C'est un peu le dernier truc à la mode. Qu'est-ce que tu penses de l'application Covid ? Est-ce que non, elle s'appelle Stop Covid. Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle est pas bien ? Est-ce qu'elle est sécurisée ? Est-ce qu'on nous espionne ? Est-ce qu'on nous trace ? Est-ce que voilà. On va pas rentrer dans les termes politiques, etc. Voilà, mais juste techniquement, pour toi, c'est bien, c'est pas bien ? Alors, je vais m'abstenir d'avoir tout jugement de valeur. Je peux effectivement expliquer comment ça marche. Alors d'abord, cette session aujourd'hui, elle est dédiée à l'intelligence et Stop Covid n'est pas du tout intelligent. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Donc, je ne suis pas du tout un expert de cette application-là. D'autres le sont beaucoup plus que moi. Je peux néanmoins expliquer un peu comment ça marche. Donc, le principe de Stop Covid, il est que tous les téléphones en fait ont un système qui s'appelle le Bluetooth. C'est le système qui permet par exemple de connecter votre téléphone à votre voiture pour vous appeler en kit main libre, ou alors que vous pouvez connecter à votre casque sans fil. Donc le Bluetooth permet en fait de communiquer entre les appareils, et une des propriétés qu'on arrive à utiliser du Bluetooth, c'est de mesurer la distance qu'il y a entre deux appareils qui seraient connectés au Bluetooth. Et en fait, Stop Covid, l'application, va utiliser cette notion-là de proximité physique entre deux appareils connectés au Bluetooth. Et ensuite, alors ce que l'application ne fait pas, l'application Stop Covid ne vous trace pas. Elle n'a pas de géolocalisation, par exemple. Elle n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, elle n'a pas besoin de savoir qui sont vos amis. Donc, elle ne cherche pas à savoir quels sont vos contacts, elle ne cherche pas non plus à vous identifier, en fait. Ce qui se passe, ce que l'application fait, c'est qu'elle génère des espèces d'identifiants un peu aléatoires qu'elle renouvelle très régulièrement de votre appareil. Et en fait, à chaque fois que votre appareil va croiser dans un voisinage physique très proche un autre appareil, elle va enregistrer ce fait qu'elle est passée à côté d'un autre appareil à un moment donné. Mais sans dire ouf, simplement qu'elle l'a croisé à un moment donné. Donc un jour et une heure. Et il se trouve que si quelqu'un est ensuite diagnostiqué positif au Covid, il y en a quand même de moins en moins en ce moment, et que cette personne avait l'application Stop Covid et qu'elle fait elle-même la démarche de le signaler, alors tous les appareils dans un passé proche qui auront été au voisinage pourront recevoir une alerte en disant votre téléphone à un moment donné il a croisé un autre téléphone, on ne sait pas qui c'est, mais dont le propriétaire s'est signalé comme étant positif. Et voilà, c'est tout ce que ça fait. Alors, la philosophie derrière de l'application, c'est quand même qu'en France, c'est un système centralisé, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de confiance qui doit quand même savoir à qui appartiennent les appareils. Et ce tiers de confiance, en France, c'est l'État.
c'est pas une société privée. Donc voilà. Après, il y a d'autres systèmes qui sont plus décentralisés. Il y a d'autres techniques. C'est pour ça qu'on a refusé, de pas faire d'utiliser les applications proposées par Google et Apple. Alors exactement, c'est-à-dire qu'en parallèle de l'effort fait par l'État français et de tout un tas d'États, tous les États ont des applications plus ou moins équivalentes, mais qui font pas tout à fait la même chose. Et il se trouve qu'effectivement Apple et Google se sont mis d'accord pour eux, ce qu'ils considèrent, c'est que c'est plus sûr si c'est l'appareil qui le fait plutôt que si c'est une application au-dessus. Ce qui en informatique est en général un principe qui se vérifie. Sauf que du coup, Google et Apple sont potentiellement, à moins il faut vraiment leur faire confiance, sont potentiellement en mesure de aussi savoir tout ce qui se passe. C'est pour ces raisons-là que l'État français, en tout cas, a refusé d'utiliser cette technologie-là. Après, c'est un débat de société. Ouais, après c'est un débat de société, voilà, que nous n'aurons pas ici. Ma machine à café s'arrête, je n'aurai pas de café pendant ce live. On va passer à un autre thème. On parlait de voitures. Pourquoi on a Obama là? On ne sait pas. Ce sera pour plus tard. J'essaye de teaser les gens un petit peu. Les voitures sans pilote en France, c'est pour quand? C'est une bonne question. Donc les voitures autonomes, effectivement, pour le coup là, c'est vraiment une technologie qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, parce que votre véhicule, si on considère que il a plus de personnes pour le conduire, il faut qu'il appréhende son environnement extérieur, les autres voitures, les piétons, les cyclistes, les motos, qu'il n'ait pas d'accident, qu'il respecte le code de la route, etc., etc. Alors, quand on parle des voitures autonomes, en fait, on a différents niveaux d'assistance à la conduite. En fait, on conduit déjà tous, en tout cas pour ceux qui ont des voitures récentes, des voitures, on dit de niveau 1 ou de niveau 2. Donc le niveau 1, c'est par exemple, vous pouvez bloquer, quand vous êtes sur l'autoroute, la vitesse de votre voiture, enlever les pieds des pédales, et la voiture ni n'accélère ni ne décélère, elle reste à cette vitesse constante que vous avez fixée, et dès lors que vous touchez une pédale, par exemple de frein, alors le limitateur de vitesse s'enlève. Donc ça, c'est déjà le niveau 1. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est assistance, par exemple pour se garer. Donc il y a des voitures aujourd'hui qui sont commercialisées où vous pouvez presque sortir de la voiture, ou en tout cas la laisser faire, et la voiture... Ouais. La voiture va faire un créneau toute seule. Donc ça, on sait déjà un peu le faire. Le niveau 3 arrive de plus en plus. Le niveau 3, ce qu'il promet, c'est que le pilote, le conducteur, doit rester derrière le volant, mais ne pas toucher le volant. C'est-à-dire que le volant va tourner tout seul. Et c'est ce que vous voyez dans cette vidéo-là. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a des voitures aujourd'hui qui circulent dans Paris, alors ça c'est Waymo aux États-Unis, mais Valeo a la même chose à Paris, où donc les voitures circulent, on voit le volant qui tourne, la voiture peut changer elle-même de fil, de direction, enfin de ligne sur la route, etc. Ouais. Toute seule. Alors bien sûr, vous avez les mains sur le volant prêtes à le reprendre au cas où la voiture... Oui, là, le gars là, sur la vidéo, il est super prêt à reprendre. Voilà. Mais je pense que je serais pareil, ouais. Il est un petit peu en stress, mais donc voilà, c'est ce qui arrive. Alors le niveau 4 et 5, alors le niveau 4, ça serait vraiment... vous êtes vous êtes assis dans la voiture, mais vous pouvez lire le journal, vous pouvez tourner la tête, vous avez le droit de faire autre chose. Ça, aujourd'hui, légalement, c'est interdit en France. Mais notre président a annoncé qu'en 2022, la législation changerait et que ça serait autorisé, si jamais les tests sont concluants. Et le niveau 5, c'est vraiment ce qu'on imagine, une voiture complètement sans personne dedans. Donc ça pourrait être une voiture, voilà, il y a personne dedans, la voiture circule librement dans l'espace urbain, et ça pourrait être des voitures partagées ou des taxis qui viennent chercher des gens, qui les déposent à un autre endroit, et entre deux trajets, la voiture conduit sans personne dedans. Ouais, j'avais vu la Tesla où alors, je sais plus, c'était en cherchant dans les vidéos, la nana, elle avait son smartphone et en fait la voiture était garée et elle appelait sa voiture et sa voiture sort de la place, laisse passer les gens qui roulent sur le parking avant de venir se mettre devant pour qu'elle puisse monter. Exactement. Donc Tesla, effectivement, travaille sur des voitures d'autonomie niveau 4 et 5, mais comme tous les grands constructeurs automobiles, ils sont tous mis. Ils ont des embryons de prototypes qui testent sur des circuits, bien sûr. Donc tout ça existe et ça amène à des choses amusantes parce que on se rend pas compte, mais quand on est dans l'espace urbain et qu'on croise des voitures, il y a plein de choses qu'on fait inconsciemment et qu'il va falloir repenser si jamais les voitures n'ont plus de chauffeur. Ouais, d'accord. C'est ce que tu avais mis dans les vidéos
Alors attends, hop, parce que j'ai le son qui est revenu. Là, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, c'est pas celle-ci, c'est celle d'après que tu t'apprêtais à lancer. Voilà, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, elle est très amusante. Ce qui s'est passé, c'est Ford qui a fait ce petit test. Alors, il a mis une personne qui s'est déguisée en siège. Donc, il y a vraiment une vraie personne qui conduit la voiture. Ouais. Sauf que les gens qui vont traverser devant la voiture ou qui vont croiser cette voiture, ils ne vont pas avoir de conducteur. Et donc, en fait, cette expérience cherchait à voir que nous, quand on traverse la route, même si on a des feux tricolores et qu'on les respecte, on ne peut pas s'empêcher quand même de toujours tenter d'avoir un contact visuel avec le chauffeur pour être sûr qu'il nous a bien vu, qu'on peut traverser de manière sûre. Ouais. Et on se demandait ce qui allait se passer s'il n'y avait pas de chauffeur tout simplement derrière le volant. Donc en fait dans cette voiture là, vous voyez en haut de la voiture il y a des petites lumières qui clignotent et qui sont censées stimuler le contact visuel. Donc en fait la voiture va blinker, faire un alors attends, clignoter, ouais, voilà, pour signaler sa présence et pour par exemple, donc il faut inventer un nouveau langage visuel pour dire je vous ai bien vu, je vous laisse traverser, je vous laisse pas traverser, etc. Donc c'était une expérimentation plutôt marrante où alors si vous cherchez les hommes sièges dans les voitures, vous allez trouver plein de vidéos où vous voyez par exemple du coup cette voiture qui s'arrête à un Burger King où alors il faut qu'on lui livre un burger et les gens au drive disent mais il y a personne dans cette voiture, comment elle arrive à avancer, enfin il y a plein de choses marrantes à faire. Ouais. Et donc c'est l'homme siège. D'accord. Ouais, c'est bien pour Halloween. C'est ça, il a un bon déguisement. Il a un bon déguisement, ouais. Ce qui nous emmène à notre deuxième partie sur l'intelligence artificielle. C'est toi qui en parleras le mieux. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est de la vraie intelligence? C'est un semblant d'intelligence? Alors c'est une très bonne question, effectivement. Et on n'a pas de définition, on a des éléments de définition, mais on a beaucoup de mal à qualifier ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors on peut remonter un petit peu historiquement. Quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on fait référence à Alan Turing, donc ce mathématicien de génie qui a opéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est essentiellement connu pour avoir développé la machine Enigma qui a permis aux Alliés de déchiffrer les messages codés que les nazis envoyaient. Donc beaucoup considèrent que le fait d'avoir pu décrypter ce que les nazis disaient entre eux a permis aux Alliés de gagner la guerre. Voilà, c'était un vrai mathématicien de génie. Et un petit peu plus tard, en 1950, il a écrit ce qu'on appelle le test de Turing, donc qui est une espèce de procédure qui permettrait de caractériser l'intelligence. Alors, qu'est-ce que ce test veut dire? En fait, ce test, il veut simplement dire qu'il devrait y avoir un homme, une femme, dans une salle fermée, aveugle, qui dialoguerait à travers un ordinateur avec un autre ordinateur. Et derrière cet autre ordinateur, il pourrait y avoir soit un autre homme ou femme qui écrit des choses, donc en gros un chat, ou alors une machine qui répondrait toute seule. Et la question, c'est si pendant une durée de conversation, on va dire 15-20 minutes, l'homme qui écrit n'est pas capable de distinguer quand il écrit et que la personne qui lui répond est une vraie personne ou c'est la machine, on dirait que la machine a suffisamment d'intelligence pour se faire passer pour un homme et donc passerait le test de Turing. Et pendant longtemps, on a considéré que c'était un peu le Graal de l'intelligence et que quand on arriverait à faire ça, on aurait créé une intelligence dite artificielle. Alors, aujourd'hui, je vais vous décevoir. Ce test, en fait, est extrêmement facile à passer. Donc, il a fallu quand même attendre les années 80 pour avoir un chatbot qui s'appelle Elisa. Ouais. Et Elisa a été le premier chatbot qui passait le test de Turing. Il se trouve que aujourd'hui, c'est très facile de faire des chatbots qui se font passer très bien pour des hommes parce que il y a des mécanismes en fait dont on se laisse tous facilement avoir, comme reprendre systématiquement les phrases de son interlocuteur en les modifiant légèrement, etc. En mettant des pauses et des intonations, on arrive très facilement à se faire passer pour une personne humaine. Donc on considère que c'est pas vraiment un test efficace pour juger d'une intelligence artificielle. Alors on peut revenir un petit peu plus en arrière.
Ouais. pour dire c'est quoi l'intelligence, et on peut remonter alors à Diderot, à travers ses pensées philosophiques, ou même avant, donc là on est au XVIIIe siècle, ou même revenir carrément au XVIIe siècle, et là on invoque Descartes et son discours de la méthode, et le discours de la méthode, pour ceux qui se rappellent de leur cours de philosophie, c'est évidemment là où on disait je pense donc je suis, et en fait dans ces écrits philosophiques, à la fois Diderot et Descartes vraiment associé à l'intelligence la notion de raisonnement, mais aussi la notion de conscience, la notion d'intuition, la notion d'émotion, bref, tout ce que les machines n'ont pas. Ouais. Et donc, si on décide de caractériser l'intelligence avec toutes ces caractéristiques, alors non, l'intelligence artificielle, n'en est pas vraiment une. D'accord. Mais on arrive à s'en rapprocher. Exactement. On va parler maintenant de Deep Blue. Deep Blue. Alors oui. Qui est un ordinateur d'IBM. C'est ça? Ouais, je dis pas de bêtises. Non, j'ai peur de tout ce que je dis là. Comme t'es là, je me sens pas. Qui a battu Kasparov aux échecs, qui était pas content d'avoir perdu. Je vais laisser se lancer la vidéo. Donc ça, c'était une autre étape, pour le coup. Alors exactement. C'est-à-dire qu'après avoir fait les chatbots plus ou moins intelligents, les grandes sociétés, donc à l'époque, là on est à la fin des années 80, dans les années 90, là on est, comme IBM, qui dominait un peu l'informatique à cette époque-là, Google n'était pas encore arrivé, cherchait un petit peu des défis pour montrer qu'ils étaient capables de faire des programmes extrêmement intelligents. Et ces défis-là, ça passait par les jeux. Et donc le premier jeu auquel ils ont pensé, ou pensaient que la machine pourrait vaincre l'homme, c'est les échecs. Donc un jeu qui est pas simple, parce que le nombre de combinaisons est exponentiel. Et donc on se demandait, est-ce que on peut faire un programme qui sait très bien jouer aux échecs et tellement bien joué qu'il est capable de vaincre le champion du monde de l'époque, donc Kasparov. Qui était pas content. Évidemment, parce que les gens, vous avez pas le son, mais on l'a écouté. On a mis tous les liens dans la description, vous les retrouverez. Ce qu'il disait là, Kasparov, sur la fin, c'est que il serait content de jouer aux échecs contre Deep Blue le jour où il se jouera vraiment aux échecs. Exactement, parce qu'en fait, Deep Blue, là encore une fois, il a pas d'intuition pour jouer aux échecs comme les vrais joueurs d'échecs en ont. Tout ce que Deep Blue a fait, c'est qu'il a mémorisé toutes les parties d'échecs que Kasparov a jamais joué dans l'histoire, et accessoirement toutes les autres parties d'échecs que plein de très bons joueurs d'échecs ont joué. Donc comme il a une très grande mémoire et qu'il calcule très 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 vite, beaucoup plus vite que nous, il a tout ça en tête. Et en fait, quand il voit une situation de jeu à un moment donné, il ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est qu'un bon coup. Mais comme dans sa mémoire, il a toutes les parties jamais jouées, il cherche en fait la configuration de jeu qui se rapproche d'une configuration de jeu dans le passé qui lui ressemble, et puis il applique à l'époque ce qui était le meilleur coup qui lui permet de gagner. Et donc il adapte ça à chaque coup, évidemment. Donc en fait, il sait pas vraiment jouer au sens où il a pas besoin de connaître les règles. Oui, il commence pas une partie en se disant je vais la jouer de telle façon ou de telle façon. En fait, il la recalcule toute la partie à chaque Exactement. coup. Et ce qui est très frustrant pour un joueur d'échecs, parce que du coup, il se fait forcément battre. Aujourd'hui, vous pouvez, même les meilleurs joueurs d'échecs peuvent facilement battre contre la machine, tellement c'est facile pour la machine d'avoir recours à ce genre de mécanisme. D'accord. Et moi, par exemple, dans mon ordi, j'ai un jeu d'échecs. Si je peux mettre en super fort imbattable, je pourrais pas le battre. Normalement, non. Surtout moi. Mais j'arrive à faire une face au Rubik's Cube maintenant. Je le dis, je le redis souvent pendant mes lives, j'en suis très fier. Ça a été ce que j'ai réussi à accomplir pendant le confinement. Voilà. Ensuite vient Jeopardy. Alors, Jeopardy et je sais plus comment il s'appelle l'ordi. Watson. Ouais. Encore un succès d'IBM. Alors juste avant, on réexplique Jeopardy. Jeopardy, le jeu, c'est que j'essaie d'être clair. Vous choisissez des catégories. Alors vous choisissez a priori les catégories qui vous intéressent. Vous choisissez dans la catégorie, je sais pas quoi, et on vous donne une réponse. Et vous, ce que vous devez donner, c'est la question qui engendre
cette réponse. Et à chaque fois que vous donnez une réponse comme ça, vous misez de l'argent. Donc a priori, vous allez miser en fonction de ce que vous avez déjà et en fonction de ce que vous estimez le pourcentage de probabilité d'avoir la bonne réponse. Enfin voilà, c'est plein de... plein de trucs comme ça qui viennent se mettre... Enfin voilà, c'est pas du tout instinctif comme jeu, quoi. Exactement. Donc effectivement, alors Jeopardy, c'est un grand jeu né aux États-Unis, mais qui a été mondialisé et qui a été traduit dans toutes les langues. Et je crois qu'il a été diffusé dans plus de 100 pays, dans des versions locales. Donc ça a vraiment été un jeu qui s'est exporté. En France, nous, pendant longtemps, c'était Monsieur Philippe Risoli qui l'animait. Il a été diffusé pendant au moins une bonne dizaine d'années sur la première chaîne. Et donc c'était vraiment un jeu populaire qui permettait aux très bons candidats de gagner de l'argent. Il se trouve que aux États-Unis, il y a deux personnes qui ont été les rois du Jeopardy. Ken Jeggins, qui a même été interdit de Jeopardy parce qu'il a jamais perdu à ce jeu-là. C'est-à-dire chaque semaine, chaque jour, il y avait des nouveaux candidats en face de lui, mais il a jamais perdu. Donc au bout d'un moment, ils lui ont interdit de jouer, parce qu'il était trop fort. Ouais. Et Matt à côté, qui est celui qui a le plus gagné d'argent au Jeopardy. Lui, il a décidé de s'arrêter. Et lui, il avait tendance à miser gros à chaque fois, donc il gagnait beaucoup d'argent. Donc ce sont les deux joueurs qu'on considère aux États-Unis comme, ça c'est Ken Jeggins, les meilleurs joueurs de Jeopardy jamais faits. Et IBM, après son succès Deep Blue, donc là on est 15 ans plus tard, on est dans les années 2000, il cherchait un moyen de construire un nouveau système intelligent qui serait capable de battre ces deux personnes, ces deux meilleurs joueurs. Et on partait de très loin. Alors, ce qui est intéressant dans le Jeopardy, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement compliqué pour les humains et pour les machines, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les humains, ce qui est compliqué, c'est de trouver la réponse. C'est-à-dire, enfin, de trouver la question, de trouver la bonne question. Que pour la machine, c'est pas très compliqué ça pour elle, parce qu'elle a toutes les questions possibles imaginables dans la tête. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre l'indice, c'est de comprendre la réponse auquel la question est associée. Alors pour nous, comprendre et lire la réponse, c'est simple. Donc en fait, on voit bien que c'est un jeu qui est compliqué pour les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Et alors bon, là on voit la vidéo qui se passe. Alors c'est un jeu très stressant. Il y a eu une finale aux États-Unis diffusée en live à la télévision entre Watson, donc qui est au milieu, qui est cet œil qui réfléchit, ouais. et les deux candidats. Il y a eu plusieurs manches. La première manche a été un peu une catastrophe, c'est-à-dire que Watson gagnait de très largement, et puis à la dernière question, Watson était tellement arrogant et sûr de lui qu'il a misé tout son argent sur une question qui était a priori simple, et il l'a perdu. Et tous les candidats étaient là, mais comment il a pu se tromper à une question si simple? Oui, c'était une question de géographie, je crois. C'était une question de géographie, il fallait trouver une ville américaine, la bonne réponse était Chicago. Voilà, il a mis Toronto, un truc comme ça. Et lui, il a bêtement donné Toronto, alors tout le monde sait que Toronto est au Canada et pas aux États-Unis, donc les candidats le regardaient en disant mais c'est complètement stupide. Et bref, donc Watson a perdu, mais parce que voilà, ça marche que c'est pas complètement vraiment intelligent. Par contre, la deuxième et la troisième manche, Watson a fait moins d'erreurs d'arrogance et a largement gagné ces deux joueurs imbattables. Ouais. Allez voir les vidéos, c'est vraiment super chouette. C'est vraiment super chouette. On avait un joli graphique dont tu voulais nous parler. Ouais, je peux rapidement en parler. Ça explique un peu la difficulté, pourquoi c'était compliqué. Ouais. Si vous voulez, la ligne en bas en marron, c'est les systèmes de questions-réponses. Donc on est quasiment à la fin des années 2000, donc on est en 2007. Leur performance, vous voyez, c'est le nombre de bonnes questions qu'ils arrivent à répondre. Donc en marron, c'est les résultats de l'ordinateur. Ouais, de l'ordinateur de cette époque-là, c'est-à-dire que les systèmes de questions-réponses comme Watson. Ouais. Et en fait, ce que vous voyez, le nuage de points, alors les points bleus, c'est on va dire les très bons joueurs de Jeopardy, les points rouges, c'est les excellents joueurs de Jeopardy. D'accord. Ceux dont on vient de parler, les super gagnants. Et en fait, donc il y a deux graphiques. Donc il y a en vertical, c'est le nombre de pourcentage de bonnes réponses qu'ils ont données. Donc ils sont proches de 100%, c'est-à-dire quand ils donnent une réponse, ils ne se trompent pas beaucoup. Mais c'est aussi le nombre de réponses qu'ils donnent, c'est-à-dire comme tu le disais, Matt, il y a cette notion de donner la bonne réponse, mais il faut vraiment être sûr de soi. C'est-à-dire si jamais on appuie sur le buzzer et qu'on donne une mauvaise réponse, on perd notre mise. Donc des fois, il vaut mieux se taire. Si on n'est pas sûr de soi, il faut mieux se taire. Et en fait, les bons joueurs, c'est ceux qui non seulement ont les bonnes réponses, mais qui en plus ils sont sûrs d'eux. Ouais.
comme je vous disais, Watson peut être arrogant, peut être toujours sûr de lui, alors qu'il se trompe. Donc l'humain, lui, il sait plus mieux juger de quand il pense se tromper, il vaut mieux se taire plutôt que de tenter de donner une mauvaise réponse. D'accord. Et donc on voit que les systèmes étaient très largement en dessous. Et donc le défi de Watson, c'était de monter cette barre marron pour battre les super joueurs, ce qu'ils ont réussi à faire en quelques années. Ouais. Mais sans être fort en géographie. C'est ça. Et après, pour continuer dans les jeux, on a AlphaGo. Alors pour ceux qui connaissent le jeu de Go, alors moi je le connais pas, je sais pas du tout ce que c'est que le jeu de Go. Alors le jeu de Go, c'est un jeu très populaire en Asie, en Chine en particulier. Et puis il fallait bien avoir un défi pour Google, parce que entre temps vous avez compris, IBM est devenu peut-être un peu plus has-been comme entreprise américaine, et puis Google maintenant tout le monde en parle. Alors le jeu de Go, c'est un jeu par rapport aux échecs qui a une combinatoire encore beaucoup plus grande. Donc pendant longtemps, les gens se disaient, ok, on peut mémoriser toutes les parties possibles d'échecs, mais on peut pas mémoriser toutes les parties du jeu de Go, il y a trop de combinaisons. Et donc on s'est dit, le jeu de Go, lui, il restera toujours la propriété de l'intelligence de l'homme, les bons joueurs de Go, notamment les joueurs chinois. Ouais, il y a un joueur qui excuse-moi, là ils en parlent justement là du nombre de combinaisons possibles entre là, tout en haut les échecs. C'est quoi Checkers? Je connais pas. C'est un jeu un peu plus simple que les échecs. D'accord, ok. Les échecs et le jeu de Go où bon, je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Voilà, et c'est des puissances, donc c'est vraiment exponentiel. Donc on se disait, voilà, le jeu de Go, c'est pas quelque chose que la machine, même avec sa puissance de calcul d'aujourd'hui, est capable de battre les meilleurs joueurs comme Lee Sedol en Chine. Et il se trouve que alors Google va créer un prototype qui s'appelle Deep Brain, donc le cerveau profond littéralement, qui va battre en direct Lee Sedol en Chine lors d'une compétition qui a été aussi retransmise. Donc Lee Sedol comprend pas ce qui lui arrive, comment lui peut perdre une partie, et voilà. Donc ça a été aussi un grand moment pour les programmeurs à l'époque. Ouais. Ça a l'air déjà compliqué, mais alors contre un ordinateur, je connais pas le principe du jeu de Go, du coup je me rends pas bien compte. Mais il faut entourer les pièces de l'adversaire pour lui faire changer de couleur. Et donc il y a les blancs et les noirs, et quand on entoure une pièce de son camp adverse, on la retourne vers nous. Et le but c'est de faire disparaître toutes les pièces blanches et noires selon. D'accord, ok. En se déplaçant selon un schéma bien spécifique. Voilà. D'accord. Ça fait un peu flipper. Et justement, en trucs qui font flipper, là on va vous laisser la regarder un peu les gens, que vous l'entendiez. Alors on est désolé, c'est en anglais. Je sais pas si vous voulez qu'on vous fasse la traduction simultanée. Ça va peut-être pas être bien joli. Mais c'est toujours Google, là pour le coup. Tu nous en parles rapidement de ce système que Google il a développé? Et après je le montre. Alors, l'intelligence artificielle, elle a plusieurs grandes applications grand public qu'on a pu voir apparaître, notamment pour la traduction automatique. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez que maintenant, quand vous pouvez mettre toutes sortes de textes écrits dans une langue que vous connaissez pas, la traduire dans votre langue, et ça marche relativement bien. Et dans la transcription, c'est-à-dire la compréhension de la voix. Et on le voit naturellement dans les assistants vocaux, alors c'est Google Home ou Alexa ou Siri, ou etc. Où vous lui parlez et il comprend très bien. Donc ça, c'est vraiment deux briques, donc la traduction et la compréhension de la parole, qui bénéficient complètement de l'intelligence artificielle. Et Google voulait mettre ces deux choses en un pour fabriquer un système où en gros il y aurait un assistant vocal qui se ferait complètement passer pour un humain, et qui, par exemple, serait votre assistant qui réserverait votre rendez-vous chez le coiffeur, ou alors une table dans un restaurant. Mais c'est pas vous qui appelez, c'est cet assistant qui le fait pour vous. Et la vidéo est bluffante, ça a été un test qui a été fait en direct par Google. Si on écoute. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Donc à gauche on a Google et à droite on a la personne, une coiffeuse et l'assistant Google. Et voilà, donc vous voyez, là c'est le premier passage un peu intéressant.
L'assistant Google fait des mimiques pour vraiment se faire prendre par un humain. Donc elle fait Donc elle lui propose 1 heure, elle lui dit non, est-ce que vous avez pas quelque chose plutôt à ces heures-là? Entre 10h et midi, voilà. Donc la coiffeuse lui demande ok, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Une coupe normale. Elle comprend et dit juste une coupe femme. Elle lui donne son nom. Et voilà, le rendez-vous a été réservé et il y a eu une vraie conversation. Il a fallu comprendre l'heure du rendez-vous, le jour, le type de coiffure qu'elle voulait faire, etc. Et tout ça en prenant des intonations et en se faisant passer pour une vraie personne. Mais donc là, c'est complètement bluffant. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on parle à une machine ou à une personne. Quand même un petit temps de réponse qu'on sent à chaque fois. Et ça a l'air de perturber un peu la personne qui est au bout de la ligne. C'est vrai. Mais bon, il faut savoir quand vous prenez des rendez-vous, que ce soit pour réserver une table dans un restaurant ou même dans un salon de coiffure, souvent les gens font d'autres choses en même temps. Ouais. Donc en fait, ça passe, ça pourrait presque passer. Et puis on est encore dans les premiers essais, mais on s'aperçoit qu'effectivement, on pourrait avoir des assistants qui font ce genre de tâches pour nous. Genre, on lui donne la liste de rendez-vous qu'on doit prendre chez le dentiste, chez l'ophtalmo, pour les enfants, pour nous, pour les trucs. On lui fait la liste, on part au boulot et il s'en occupe. C'est ça. Et le soir, on lui donne à quelle heure on est libre. Mais, ouais. Parce que le temps qu'on fasse tout ça, enfin, j'imagine que on va pas dire, il faut lui dire plus. Alors là, en l'occurrence, c'était à Google, mais il faut lui dire plus que, tiens, j'irais bien me faire couper les cheveux. Tu vois, enfin, faut lui donner plus d'infos. Donc, au bout d'un moment, tu rentres tellement d'infos ou t'es obligé de lui donner tellement d'infos que t'as aussi vite fait de prendre ton rendez-vous. Complètement, on est d'accord. Pour l'instant. On est encore dans des expérimentations un petit peu jouées, mais c'est vrai que ces grandes entreprises, elles ont l'ambition parfois de contrôler nos vies, de tout savoir sur nous. En l'occurrence, elles en savent déjà beaucoup, y compris sur nos habitudes. Donc on peut imaginer que dans un futur proche, elles apprennent ces habitudes que l'on a, et donc nous proposent un peu de manière proactive. Elles pourraient très bien se dire oh, ça fait 3 semaines que tu n'es pas allé chez le coiffeur, tiens, je vais prendre un rendez-vous pour toi, ça te va? Et donc voilà. Ouais, elle t'a scanné, elle trouve que t'es mal coiffé. Mais et du coup, tous les films qu'on a pu voir, Terminator par exemple, etc., où justement les robots, donc l'intelligence artificielle, prend le dessus. C'est possible ou c'est pas possible dans l'absolu? Enfin, alors, est-ce que quelque part, est-ce qu'il y a des trucs de possible? Est-ce qu'il y en a Alors, c'est une bonne transition que tu fais, Matt, avec Déjà, on s'aperçoit avec cet exemple de Google Duplex, c'est qu'il faut pas forcément croire à ce que l'on entend. Donc, on va commencer à être un petit peu paranoïaque parce qu'on va voir dans la suite qu'il faut pas non plus forcément croire à ce que on voit. Donc, on savait déjà depuis un moment qu'il faut pas forcément croire ce qu'on lit non plus, parce qu'il y a beaucoup de fake news. Donc, on va vraiment vivre dans un monde complètement parano. Et donc, la modalité visuelle était quelque chose qu'on pensait encore relativement épargné. Et ben non. C'est-à-dire que là aussi, au niveau du faux visuel, on est capable d'en générer aujourd'hui de manière bluffante. Ouais, ok. J'étais en train de lire le chat en même temps et je pense qu'on a répondu à la question d'Hélène qui dit que ça suppose de donner accès à son agenda complet, mais ce qui est déjà le cas, de toute façon. Ce qui est déjà le cas. Grande chance que ce soit Google qui gère votre agenda déjà. Ouais, alors nous c'est plus Google parce qu'on a changé, mais oui effectivement, on a tout notre agenda par exemple au boulot qui est sur Google, qui nous fait des rappels et quand ça marche plus, ben j'oublie les rendez-vous. C'est ça. Donc quelque part, voilà. On parlait de transition et justement on va en faire une et on va parler aussi de trucs un peu d'actualité en fait. On va parler de notre ami Trump, enfin de Monsieur Trump, Donald Trump. Je vous laisse regarder la vidéo qu'on va vous traduire rapidement en vite, c'est pas trop dur.
c'est de l'anglais de base. Voilà. Dear world, this is the Donald speaking. Yes, I'm still here despite your impeaching. For 2020, I do solemnly swear to totally get rid of Obamacare. You can trust in me. Bon, alors là, il fait des vers, déjà. Poor will stay poor, but the rich will be richer. Happy Les New pauvres Year, vont dear rester world. pauvres. Let us celebrate. You're heating things up at an increasing rate. Let's party together. Let's all have a blast. Because with Donc il adressait God, évidemment we'll ses be vœux blessed. à la population mondiale en ce début d'année. Et donc ce qu'on voit là, c'est Je vais le laisser vrai tourner en Donald Trump. boucle. Ouais. C'est le vrai Donald Trump, c'est sa vraie voix, et on lui a fait dire évidemment des choses qu'il n'a jamais dites, même si on imaginait qu'il aurait pu le dire, mais il a vraiment pas dit ça. Mais voilà, donc là on voit ce qu'on appelle un deepfake, où on est capable aujourd'hui de prendre des images d'une personne, de prendre sa voix et de lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, et même de synchroniser parfaitement le mouvement de ses lèvres, par exemple, au message qu'on a envie qu'il dise. Aujourd'hui, il y a plein de programmes informatiques qui permettent de faire ça, donc de combiner un peu des images d'archives, des images de personnes, de l'audio, de modifier le contenu et de les synchroniser de nouveau. Et donc c'est plus ou moins bien réussi, évidemment, hein. Il y en a certains qui sont vraiment très bluffants. Mais donc ce qu'on appelle maintenant les deepfakes, donc là on voit par exemple Obama où on lui fait pas dire ce qu'il a dit, évidemment. Alors, ouais, les gens ont pas le son, hein, voilà. Mais c'est juste donc pour là, dire en fait, que voilà. c'est un peu plus retors, c'est qu'on a pris un discours d'Obama qu'il a dit, mais on l'a synchronisé avec ses lèvres sur son discours de l'État de l'Union, donc un autre discours. Et donc en fait, on lui fait dire des choses de manière solennelle pendant le discours de l'Union, des paroles qu'il a certes prononcées, mais dans d'autres circonstances et de manière beaucoup plus légère. Ouais. Donc évidemment, l'effet parodique est intéressant. Mais du coup, c'est des trucs... Alors attends, y a-t-il des repères pour voir le vrai ou du faux du coup ? Justement, c'est presque ce que j'allais dire, on est raccord avec la chatroom, c'est que aujourd'hui, à quel point on risque de tomber sur des choses comme ça. Alors sur Internet, bien sûr, après avec une précision comme celle-ci, parce que là on voit une interview à Noël et en fait ils ont repris, c'est toujours la même vidéo en fait, sauf qu'ils lui font dire autre chose, ils lui font matcher les lèvres avec ce qu'il est en train de dire, mais dans un tout autre contexte. Quand est-ce qu'on va savoir que c'est du vrai, que c'est pas du faux Exactement. Alors, pour la partie actualité, aujourd'hui, il y a maintenant tous les grands médias qui sont équipés de ce qu'on appelle des fact-checkers, hein, donc des gens qui vont vérifier ça et qui vont, en particulier pour les vidéos, l'appellation qu'on dit c'est debunk. Donc, on va chercher à vérifier si ces vidéos sont vraies, authentiques ou sont des faux. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils, hein, de la même manière que les informaticiens développent des outils pour fabriquer ce genre de trucage, ils développent aussi des outils qui permettent de détecter les trucages. Alors, il y a plein de trucages qu'on fait détecter automatiquement à travers des filtres, à travers des tas de choses. Donc, on a des outils comme ça et les journalistes les utilisent régulièrement. Après, c'est un peu une course de la poule et de l'œuf, hein, à savoir qui ira le plus vite dans l'art de faire des faux sans que ça soit facilement détectable que ça soit des faux. Donc voilà, c'est une compétition qui est lancée entre ceux qui veulent tricher et ceux qui veulent trouver les tricheurs. Et tu penses qu'il y aura une loi un jour qui... de toute façon, il y a déjà des lois à partir du moment où on diffuse de masse des informations qui sont fausses. Alors effectivement, il y a de plus en plus le pouvoir législatif qui a pris conscience du danger, mais là je pense que c'est aussi un débat de société à avoir. Il y aura toujours un écartèlement à avoir entre la pleine liberté d'expression d'une part et le droit évidemment à la parodie et à tout ce qu'on peut imaginer, et puis dans quelle mesure on a le droit de tromper sciemment les gens. Alors il y a plein de choses qui peuvent être potaches, il y a des choses qui peuvent avoir des conséquences un peu plus graves et importantes. Donc là aussi, c'est un vrai débat de société, je pense, qui aura lieu dans les prochaines années. Il y a déjà eu des cas ou pas, à ta connaissance? Des cas de quoi? Où on a fait dire quelque chose d'autre à quelqu'un et que ça a eu un impact important sur quelque chose, enfin je sais pas.
j'ai pas de cas qui me vient en tête, mais je sais que c'est une vraie crainte de plein de gens en responsabilité qui on imagine surtout toutes les arnaques en fait. Alors on pense à des personnes plus vulnérables, des gens âgés, etc. Ouais. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de campagnes contre ce qu'on appelle l'hameçonnage, où on vous force à cliquer de manière plus ou moins indue sur un site qui se prend pour un autre site et où on va vous demander de rentrer votre carte bancaire. Et ben vous imaginez facilement qu'aujourd'hui, demain, vous pourriez avoir votre grand-mère qui vous appelle avec FaceTime ou Skype et qui vous explique qu'elle est dans une situation compliquée et qu'il faut lui envoyer de l'argent. Et comme vous allez voir et écouter votre grand-mère, vous allez évidemment réagir et il se trouve que tout ça sera peut-être faux. Donc ça, c'est une vraie crainte de la police. Après, par rapport à l'intelligence artificielle, je suis en train de faire n'importe quoi avec mes fenêtres. Si je fais n'importe quoi, je vais pas réussir à parler. J'ai déjà du mal sans ça. Au niveau de l'art, du domaine de l'art, il y a plein de choses qui se font au niveau de l'intelligence artificielle. Tu nous as donné quelques liens. Donc encore une fois que vous allez pouvoir retrouver dans la description en dessous. Je vais revenir sur cet écran-là. Voilà. Pour transformer sa photo en art, en gros, voilà. L'explication, vous donnez cette photo-là, vous donnez un style, et alors est-ce que c'est vraiment une intelligence artificielle ou c'est vraiment un algorithme de base qui mixe, enfin. C'est un petit peu les deux, mais effectivement, il y a surtout du mixage. Mais donc voilà, l'idée c'était aussi de se dire, il y a plein de chercheurs qui essaient de voir dans quelle mesure la machine peut être créatrice au sens art créatif. Donc on pense évidemment à la peinture. Et l'idée ici, c'était de se dire, est-ce que la machine qui pourrait avoir emmagasiné plein de styles de peinture différents et avoir une base donc qui peut être donnée par vous via une photo ou via un dessin, est-ce que la machine est capable de générer quelque chose de nouveau, mais inspiré des différents styles qu'elle aura emmagasinés avant. Donc ça, Deep Art, c'est un exemple de choses qui fait ça. Alors il y a des choses assez amusantes à faire parce que notamment dans les styles, évidemment, on va retrouver tous les styles un peu à la Picasso. Qui, combinés avec des photos, peuvent générer des choses assez sympas. Là, sur la photo d'exemple, c'est pas mal parce que, bon, on a la photo que les gens ont prise. En 2, on a le style qu'on recherche. C'est vrai que ça se rapproche un peu. Il y a aussi un pic, il y a aussi une première ligne d'horizon, etc. Et puis le ciel. Et c'est vrai que le résultat, ouais, il a capté où était le ciel, où était l'arbre. Les bâtiments, et puis il a fait le mix assez bien réussi. Voilà. Moi, j'ai fait un essai avec une photo de la médiathèque. Alors, hop, on la voit pas bien. Alors, je vais modifier ça. Excusez-moi un petit instant, parce que du coup, on va plus avoir besoin d'avoir des fenêtres comme ça. Voilà. On va s'arrêter là. Mais du coup on l'a pas en entier. Hop, voilà. On va faire du bricolage. Hop. Donc une photo de la médiathèque que vous avez tous déjà vue et que vous voyez pas bien. On voit le ciel. On voit le ciel, voilà, très beau, très blanc, laiteux de Melun. Si je me balade dedans, est-ce que ça aide? Non. Il faudrait que je fasse une nouvelle fenêtre. Bref, c'est une photo de la médiathèque. J'ai voulu vous la montrer en grand. C'était une erreur. C'est celle-ci. Vous la voyez en petit. Et puis j'ai mixé avec celui-là qui était plutôt un portrait fait avec des objets. Et voilà le résultat. C'est pas gagné. Ça marche. Non, il a un peu déconstruit la médiathèque. Ouais. Ouais, un petit peu. Bon, après, c'était pas facile parce qu'on passait d'un truc, peut-être que ça s'adapte mieux à un portrait ou voilà. Mais si on va voir ce qu'ils ont dans leur galerie, voilà, il y a des choses qui sont vraiment plutôt réussies. Celle-ci, voilà, la photo originale en bas à gauche, à droite.
je sais pas ce que c'est une grille, un ornement, quelque chose, et il a vraiment bien mixé les deux. Il y a des choses, voilà, celle de Picasso, clairement, il a reconnu le visage. Oui. Euh, C'est Picasso plus Dali. pardon, de Dali. Oui. Pareil pour la fleur, ça marche pas trop mal. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Celui de Picasso, là, ce coup-ci, ouais, il est vraiment pas mal. Le résultat par rapport aux deux. Mais du coup, ça, parce que des trucs comme ça, on en trouve quand même pas mal. Comme dit Hélène, c'est des filtres. Plus. C'est ça, c'est un peu plus que des filtres justement parce qu'il y a besoin de reconnaître les parties. Il faut pas déconstruire l'image originale, donc il faut quand même reconnaître ces éléments constitutifs et ensuite appliquer un style dessus. Mais effectivement, donc il y a un petit peu c'est vraiment du génératif au sens que simplement appliquer un filtre comme vous avez sur Instagram ou sur vos photos. Mais voilà, c'est dans la même veine de ce que on arrive un peu à faire. Ok. Et alors en musique, et là j'ai pas réussi à vous mettre le son, mesdames et messieurs, mais vous allez en être ravis. J'essaierai bien de vous mettre le son quand même, mais je vais tout casser et j'ai pas envie de tout casser aujourd'hui. Faudrait aller voir, mais donc l'idée c'est voilà, un peu faudra pareil. aller voir. Est-ce que la machine est capable de composer de la musique? Alors dans la musique, il y a évidemment la musique écrite, on pense à la musique classique, mais il y a aussi la musique qu'on improvise, donc le jazz en est un bon représentant. Et donc là, ce site Deep Jazz, il vous promet en fait de complètement improviser voilà, une interprétation de jazz. Normalement nouvelle, hein, il n'y a jamais deux interprétations de jazz qui se ressemblent. Et donc, ça donne des choses parfois qui font mal aux oreilles, ça et picote, parfois là, des choses quand un même. peu plus réussies. C'est ça. Alors attendez, je vais faire un truc. Donc, normalement, vous l'entendez peut-être un peu loin, mais... Voilà, ça c'est le morceau original. Je sais pas si toi tu l'entends bien, Raph. Moi, j'entends, ouais. Ok. Et je vous mets ce qu'il en a fait. Voilà, une première version. Une autre version. Qui ressemble beaucoup quand même. Oui. Je vous mets la dernière. Ça distorde un peu. Alors, ce qu'on voit, le nombre d'époques, là, c'est le nombre de couches de réseaux de neurones qui sont passées. Voilà, j'abandonne parce que ça picote un peu, quoi. C'est super chimique, quoi. Là, pour le coup, on se croirait dans des jeux vidéo en 8 bits de l'époque, sur une Nintendo NES. Mais c'est bon de savoir qu'il y a encore des progrès à faire. Ouais. Alors après, toi, Raph, dans ton boulot, tu fais quoi par rapport à tout ça? T'es sur quel projet? T'es sur quel... Alors, on développe aussi des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu. Encore une fois, pour que la machine comprenne un petit peu donc des images, des vidéos, des sons, du texte, et rendre des services. Alors, c'est vrai que j'étais venu avec quelques exemples. Le premier qui est intéressant, donc on parle beaucoup de reconnaissance faciale. Ouais. Aujourd'hui, parce qu'on nous explique que dans l'environnement urbain, les caméras, il y en a un peu partout. Ça arrive de plus en plus maintenant à reconnaître les gens, en tout cas les gens qu'on cherche. Et donc, on avait aussi un petit peu envie de voir ce qu'on était capable de faire. Donc, c'est vrai qu'on a un exemple. Est-ce que c'est moi qui le montre avec mon écran? Ouais, vas-y, je te laisse partager ton écran. Alors, hop. Je partage mon écran là. Non? Non. Non, mais là, oui. Non. Voilà. Ah si, tu le partages, Voilà. mais nous on n'a pas le partage. Alors si t'attends 2 petites secondes, parce que ça fait sauter le truc sur Skype.
Alors, du coup, t'as un écran géant. On va le remettre à la bonne taille. Désolé les gens, on fait un petit peu de technique pendant, mais voilà. C'est bon. Alors donc là, ce qu'on voit, c'est une très vieille vidéo qui date des années, enfin des actualités françaises, donc des années 50. C'était donc à l'époque des actualités françaises, avant la naissance de l'ORTF. Et donc là, on est dans les actualités françaises du 22 janvier 1953. Et ce qu'on a appris à la machine à faire, c'est à reconnaître des célébrités. Alors, on lui a mis plein de visages de célébrités en entrée. Alors, on va trouver des gens comme De Gaulle, comme Brigitte Bardot, comme Eisenhower, qu'on voit ici, Vincent Auriol, enfin les personnages de l'époque. Et en fait, on a un outil qui est capable de lire des vidéos qui viennent de l'INA. Donc là, c'est une vidéo qui vient des actualités françaises de l'INA. Et vous voyez, il y a un petit scroll là bleu qui a un niveau de confiance. Alors, plus on a ce niveau de confiance haut, plus on s'aperçoit qu'on n'arrive pas vraiment à détecter des gens. Et quand on le baisse, on voit qu'on a des parties de la vidéo qui s'allument où on a reconnu Dwight Eisenhower. Alors, ça marche pas toujours très bien. Alors là, ça marche plutôt bien parce qu'on est dans des niveaux de confiance qui sont relativement hauts. Mais quand on va baisser, on va s'apercevoir qu'il y a... Vincent Auriol. Alors, on t'a perdu. Alors, un petit instant, il y a son casque qui s'est déconnecté. On a un petit souci contre lui. Non, c'est ça. C'est mon casque qui décidait de dormir. Donc voilà, donc là on a des segments. Si on clique dessus, où là c'est plus du tout Dwight Eisenhower évidemment, mais un curé, mais il a la particularité d'être chauve comme lui et donc la machine l'a mépris pour lui. Donc on voit que voilà, la machine n'est pas parfaite encore, mais est capable. Et puis ça tient peut-être aussi à la qualité de la vidéo. Alors évidemment la qualité de la vidéo joue aussi pour une grande part. La couleur, contrairement à ce qu'on pense, n'aide pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes qui essayent d'analyser l'image ont tendance à les transformer toujours en noir et blanc. La couleur n'est pas forcément un signal important pour la machine, contrairement à l'homme. Je vais vous montrer un autre petit... ouais, si vous c'est bon. Voyez... Les actualités françaises. On va toujours rester sur les actualités françaises, mais pour vous montrer... donc là, on voit Brigitte Bardot qui est parfois reconnue et parfois méprise. Donc là, elle a été reconnue 1, 2, 3, 4, 5 fois. Non, alors là, en fait, on reconnaissait pas Brigitte Bardot, on reconnaissait des personnes, des femmes même. Donc le carré vert signifiait qu'on avait vu une femme. Donc, mais bon, ça, vous l'avez sur votre appareil photo aujourd'hui. Quand vous faites votre mise au point, votre appareil photo tout seul vous met des carrés qui entourent les visages. Donc c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est commun. Là, c'est un petit peu plus un vrai challenge. On essaye que la machine génère automatiquement des légendes pour les images et les vidéos. Donc en fait, la machine voit cette image et elle essaie d'imaginer comment elle pourrait la sous-titrer, entre guillemets. Donc là, vous voyez que l'image, la machine, en voyant cette image-là, elle s'est dit, moi, je vois un groupe de personnes qui est debout devant un bus. Vrai. Qui est plutôt pertinent au sens où c'est vraiment visuellement ce qu'on voit, sans avoir aucun contexte sur la prise de cette image-là. Un autre exemple ici, c'est en voyant cette image, la machine, elle dit, moi, je vois ici un groupe de gens qui descend une rue. Alors évidemment, elle n'a pas la notion, le concept de manifestation, de protestation, qui est sans doute ici le cas, mais elle décrit littéralement, ou plutôt visuellement, est-ce qu'ils font la distinction dans les gens, c'est-à-dire on demande dans la chatroom si ça reconnaît si ce sont des enfants, par exemple? Alors, détecter si c'est des hommes, des femmes, des enfants, oui, on sait Oui, très bien. d'ailleurs, je t'avais appelé une fois par rapport à ça, puisqu'on avait voulu faire une petite vidéo avec ma fille. Et au bout de 1 minute 30 à peu près, YouTube la coupait parce qu'elle avait pas l'âge requis pour être sur YouTube et apparaître seule. Voilà. Ce qui était le cas. Exactement. Et donc YouTube avait appliqué, donc c'était pas une personne derrière qui faisait ça, mais c'était bien un algorithme qui détectait ça tout seul. Et puis alors, je vais pas vous montrer des exemples où ça marche très bien. Je vais vous montrer d'autres exemples plus rigolos. Donc là, sur cette image-là, la machine nous a dit que c'était une personne qui tenait dans sa main un téléphone 1950. portable.
Évidemment, il n'y a pas de téléphone portable. Voilà, il n'y a pas de téléphone portable. C'est une image qui date des années 50. Et donc, ça va immédiatement. Donc, je vais vous donner un autre exemple, puis je vais vous expliquer pourquoi après on a ce genre de choses. Là, encore une fois, une image des années 50 où la machine nous explique que c'est un homme qui est assis sur un canapé devant Avec un ordinateur avec un portable. laptop. Pardon, avec un ordinateur portable, donc évidemment, un Oui, il l'a objet ouvert qui très n'existait grand. pas à cette époque-là. C'est ça. Alors, pourquoi on a ce genre d'interprétation de la machine? Parce qu'aujourd'hui, la machine, elle apprend, par exemple, ici, à mettre des légendes sur les images avec des contenus qui sont très récents. Avec des contenus qu'on a produits en masse pendant les 10 ou 20 dernières années. Et on s'aperçoit qu'appliquer un modèle récent, où effectivement, dans les images d'aujourd'hui, tout le monde a des téléphones portables dans la main, tout le monde a des ordinateurs portables sur ses genoux, et qu'on essaie d'appliquer ces mêmes modèles à des images plus anciennes, ça donne à peu près tout et n'importe quoi. Et donc voilà les limites claires et évidentes de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Et puis on pourra aller même plus loin. C'est les critiques qu'on formule aujourd'hui à l'intelligence artificielle, c'est que elle apprend aussi elle a besoin de beaucoup de données pour apprendre. Ces données viennent de ce qu'on trouve aujourd'hui, alors en particulier sur le web, mais pas seulement, mais qui reflètent la société et donc qui reflètent les travers et les biais de la société. Donc aujourd'hui, la machine sait bien mieux reconnaître les hommes caucasiens et blancs plutôt que les femmes noires, etc., etc. Et que ce soit les biais genrés, les biais évidemment ethniques, on les retrouve complètement aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et qui pose des gros problèmes parce que au jour d'aujourd'hui, on veut utiliser la reconnaissance faciale ou on veut utiliser tout un tas de techniques. Ces biais ne sont simplement pas acceptables. Pour des utilisations classiques. Enfin, quand j'étais en train de penser au truc dont on avait parlé aussi par rapport à là aux États-Unis avec tous les soucis qu'ils ont justement par rapport aux problèmes ethniques où ils ont arrêté d'utiliser. Enfin non, c'est pas qu'ils ont arrêté d'utiliser, c'est que c'est Amazon qui leur permettait d'utiliser un de leurs outils de reconnaissance et qui leur a retiré vu le contexte. Tout à fait. Donc, en fait, les gros fournisseurs de technologie, que ce soit Microsoft ou Amazon, donc qui équipaient les polices de grandes villes américaines, qui, étant donné les problèmes actuels, ont décidé de retirer à la police le droit d'utiliser leur logiciel le temps que la police n'aura pas mis en place des procédures qui garantissent un peu plus d'équité dans le traitement des résultats de ces algorithmes. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui se sont penchés sur, parce que là je regardais avec tes photos, la détection des visages, des vieux films, etc. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, en repassant ce film de la fusillade de Kennedy, on pourrait savoir s'il y avait un tireur, deux tireurs, une balle magique, et qui a bien pu tirer? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, ou sur d'autres mystères, on va dire Je crois qu'Oliver Stone, quand il a fait son film, a demandé à beaucoup d'experts et a utilisé aussi la reconstruction informatique 3D pour ça, ce qui d'ailleurs a un petit peu étayé la thèse qu'il veut défendre dans son film. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui essayent effectivement. Après, je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment possible et fiable, mais oui. D'accord. Eh ben écoute, il est 15h05. On est un tout petit peu en retard, et c'est bien dommage. On aurait bien été beaucoup plus en retard. Je te remercie beaucoup, Raphaël. Bah, merci à vous. C'était intéressant de parler de tout ça. Donc, beaucoup de ces résultats, je fais un petit coup d'autopromotion, sont développés dans le cadre de projets financés par l'Agence nationale de la recherche en France ou la Commission européenne en Europe. Qui nous permettent de développer des prototypes. On a tendance, ce qu'on fait, à le développer de manière libre et ouverte, pour que, d'abord parce que c'est de l'argent public, donc c'est normal que les citoyens aient ensuite accès aux résultats que l'on décrit dans des publications scientifiques ou qu'on donne à essayer et à tester dans des outils qu'on essaie de mettre en ligne. Donc voilà, les liens sont disponibles. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des questions ou si vous voulez approfondir certains sujets. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions
dans les commentaires en dessous, vous pouvez en mettre. Normalement, j'ai mis à peu près tous les liens. Il y en a même des en plus qu'on n'a pas vu là, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de rentrer dans tout. Il y a des choses que vous pouvez essayer, comme de refaire vos images, etc. Une dernière chose, est-ce que tu as des nouvelles sur un truc qui va sortir bientôt, que on n'est pas au courant et que ça va être bien et que ça va nous... Non? T'as pas un scoop? Oui, mais je vous le dirai pas. Non, j'en ai Non. pas. Bon, d'accord. Ok, et tu as le bonjour de Lola sur la chatroom et qui dit au revoir Bonjour, Lola. aussi. Voilà. Raphaël, je te laisse pour l'instant, je te reprendrai plus tard. Je vais juste dire 2-3 mots aux gens qui nous écoutent pour la suite. Merci encore et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Voilà, c'était terminé, c'était un peu court, c'était un peu trop passionnant, il y avait un peu trop de choses à dire, ça donne envie d'en refaire plein, peut-être sur d'autres thèmes, toujours avec Raph, ça pourrait être sympa. J'essaierai de le motiver peut-être sur des thèmes. En tout cas, s'il y a des choses que vous avez envie qu'on approfondisse et qu'on... Sur ce thème, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, à nous les envoyer sur Facebook, à nous les envoyer dans les commentaires sur YouTube. Quand je dis dans les commentaires, je pense à YouTube, mais maintenant on est en live aussi en direct sur Facebook. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'émission, elle va changer. On va arrêter d'en faire un par semaine. On va partir au départ en se disant, on va partir sur un par mois. On va peut-être prendre un peu plus de temps pour faire des vidéos qui seront montées. C'est-à-dire où ce sera pas du direct, ce sera un montage et on vous enverra des nouvelles de la médiathèque. On a déjà prévu de faire certaines choses sur toutes les transformations que la médiathèque est en train de subir. Voilà, et puis on repartira sur un format d'une fois par mois, peut-être deux, en collaboration avec d'autres collègues à ce moment-là, pour que ce soit moins lourd à gérer pour moi. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis. Oubliez pas de nous mettre des pouces, parce que ça nous fait monter nos vidéos. Plus de gens voient la vidéo, plus la vidéo monte, plus elle monte, plus les gens la voient. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. C'est pas qu'on tient à avoir plein de gens qui nous suivent, mais on espère que tous les gens que ça peut intéresser pourront nous voir. Voilà. On vous fait... un au revoir, pas du tout définitif, mais un à bientôt. Et je vais lancer. Est-ce que aujourd'hui ça va marcher l'outro? On ne sait pas. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, profitez bien et à bientôt. C'est pas le bon truc.